Partons d'abord sur le terrain du conflit. Retrouvez Antoine Bourdarias et Adrian Ako, nos envoyés spéciaux près d'Irpin, dans la banlieue de Kiev. Bonjour Antoine. Depuis que vous êtes arrivé sur place, vous avez constaté que l'armée russe ne s'était pas repliée, contrairement à ce qu'elle avait annoncé il y a 2 jours. Oui, en tout cas, ce qu'on a pu constater, on est arrivé donc hier avec Adrian Ako à Kiev en partant de Lviv lundi, c'est que donc dans cette ville de Kiev, déjà hier après-midi, après les promesses du Kremlin de réduire son activité militaire autour de Kiev et notamment à Irpin, eh bien il y avait encore de très nombreux bombardements. On est avec Adrian Ako juste vraiment à 5 km de l'entrée d'Irpin, dans l'ouest de la ville de Kiev, devant un endroit où sont accueillies les personnes qui sont évacuées d'Irpin par des ambulances. Regardez, je vais vous montrer, je vais laisser Adrien vous montrer ce qui se passe derrière nous. Ce sont des ambulanciers et des secouristes de l'oblast de Kiev, de la région de Kiev, qui ont organisé ce lieu, qui ont mis en place ce lieu pour accueillir les personnes. Les personnes que vous voyez en ce moment à l'image, ce sont des personnes qui viennent d'Irpin, qui viennent tout juste d'arriver ici. Beaucoup de personnes âgées qui, depuis le tout début de la guerre, sont restées réfugiées dans les abris. On vient de parler avec une personne qui nous disait que depuis le début de la guerre, finalement, elle était à peine sortie plusieurs fois pour rencontrer la Croix-Rouge et récupérer des vivres, mais elle ne savait pas du tout ce qu'il se passait exactement à Irpin. Elle n'a pas vraiment croisé les troupes russes et était incapable de nous dire finalement si la situation était réellement en train de se calmer. Mais tous ces habitants, terrorisés bien sûr, redoutent aujourd'hui, malgré une sorte d'accalmie depuis ce matin, que les troupes russes finalement ne partent pas d'Irpin et soient en train d'organiser une contre-offensive, alors que depuis plusieurs jours, ce sont les autorités ukrainiennes qui, elles, disent que ce sont grâce à leurs soldats, les soldats ukrainiens, que les Russes ont reculé. Et puis on a rencontré quelques ambulanciers, évidemment, depuis ce matin, qui font des allers-retours entre ce poste de secouriste et Irpin pour ramener ces personnes. En effet, depuis la nuit dernière, où il n'y a pas eu d'alarme d'ailleurs, et depuis ce matin, il y a une sorte d'accalmie dans la ville d'Irpin, mais c'est très dangereux d'y retourner. Il continue finalement d'évacuer des personnes qui sont restées dans ces abris depuis plusieurs semaines, parce que même s'ils n'ont pas vu de Russes ce matin à l'intérieur d'Irpin, il y a des mines un peu partout et il ne faut absolument pas revenir dans cette ville. Cet ambulancier nous a dit que si la situation continuait comme ceci, on pouvait revenir d'ici peut-être 2 à 3 jours dans la ville d'Irpin, mais c'est bien sûr en comptant sur le fait que les Russes respectent cette promesse de réduction d'activité militaire dans la région. Antoine, vous êtes dans une zone dangereuse, les combats se poursuivent, même si Irpin a été repris par les Ukrainiens. Cette ville était jusqu'ici aux mains des Russes. Est-ce que pour accéder à cette zone, vous avez rencontré des difficultés? Comment ça s'est passé sur la route? Alors c'est très intéressant de constater finalement qu'il y a vraiment uniquement les zones de combat, donc évidemment dans l'Est, dans le Donbass, dans une partie du sud-est du pays, et bien sûr sur tout le nord, à peu près une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale, où la situation est vraiment très dangereuse et où il est quasiment d'ailleurs impossible d'aller, car il y a dans ces checkpoints des militaires ou des miliciens qui nous interdisent tout simplement de passer. En revanche, nous avons fait la route entre Lviv et Kiev, c'était entre lundi et mardi, et c'est vrai que dans cette zone du pays, même s'il y a des alarmes assez régulières, eh bien la route est finalement très sécurisée. Évidemment, nous sommes dans un pays en guerre, il y a énormément de miliciens, de checkpoints, nous faisons contrôler notre identité à peu près tous les 50 km. Et puis, ce qui est très impressionnant, c'est le dernier checkpoint pour arriver à l'intérieur de Kiev. Beaucoup de personnes restent bloquées pendant environ 5 km. C'est intéressant de constater également que dans cette file, pour rentrer dans Kiev, il y a énormément de camions qui arrivent vides, qui vont chercher finalement des provisions à l'intérieur de Kiev pour pouvoir les ramener dans les zones de combat plus au sud. Et puis ce qui est marquant encore une fois, même si c'était finalement pas si compliqué d'accéder à Kiev, c'est de se rendre compte qu'il n'y a quasiment plus personne à l'intérieur de la capitale ukrainienne. On se souvient de ces images il y a encore plusieurs semaines au début de la guerre, avec des dizaines de kilomètres et souvent presque une demi-journée d'attente ou une journée d'attente pour pouvoir fuir la capitale. Nous sommes rentrés dans Kiev hier et dans l'autre sens, il n'y avait quasiment plus aucune voiture qui voulait sortir de la ville.
Antoine, nous sommes au 36e jour de l'offensive russe en Ukraine. Et je me souviens que vous nous aviez dit au début du conflit, vous qui étiez déjà envoyé sur place, qu'il y avait cette détermination chez les Ukrainiens, cette envie d'en découdre, de résister face à l'envahisseur russe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au 36e jour du conflit, est-ce qu'il y a une lassitude, est-ce qu'il y a une peur ? Il n'y a pas vraiment de peur, il y a toujours cette détermination assez impressionnante et vraiment qu'on admire, ce qui est difficile à ne pas admirer en tout cas de la part des Ukrainiens. Mais ce qui est très différent, moi j'ai passé plusieurs semaines à Lviv, dans l'ouest du pays, où finalement il n'y a eu quasiment aucun combat, seulement des frappes aériennes, notamment ces derniers jours. Finalement cette ville de Lviv était devenue une sorte de base arrière de la résistance. Ici à Kiev c'est quand même un peu différent, il y a déjà beaucoup moins de monde vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui. Et puis nous sommes, vous le savez, tout près d'Irpin, qui a été vraiment le théâtre des combats presque les plus dangereux, notamment autour de Kiev, parce que c'était un point très stratégique pour les Russes. Et là, je ne vais pas vous cacher qu'en effet, il y a quand même ce sentiment, cette volonté de la population ukrainienne que cela s'arrête. Regarde, il y a beaucoup de scènes d'horreur, il y a beaucoup d'habitants qui sont terrorisés. Je vous parlais de cet ambulancier tout à l'heure qui fait des allers-retours depuis plusieurs jours entre Irpin et ce camp de secouristes dans l'ouest de Kiev. Une de ses missions, à part ramener des gens qui sont dans les abris depuis le début de la guerre, c'est notamment d'enlever les cadavres qui jonchent les rues d'Irpin. Ce sont des scènes d'horreur évidemment aujourd'hui que les Ukrainiens ne veulent plus revivre, et ils espèrent même s'ils ont du mal à y croire, ces Ukrainiens que nous rencontrons, que les Russes vont tenir cette promesse, vont tenir cet engagement de réduire leur activité militaire dans la région. Merci beaucoup Antoine Bourdarias avec Adrien Acco en direct de la zone d'Irpin dans la banlieue de Kiev. Merci et faites attention à vous dans cette zone dangereuse. Je me tourne vers vous à présent, Nivine, carte à l'appui. Expliquez-nous, alors que Antoine nous a dit que les combats se poursuivaient à Irpin, comment l'armée russe se redéploie en ce moment ? Alors effectivement, beaucoup de mouvements ces dernières heures, ces derniers jours, notamment dans la banlieue de Kiev. Antoine en parlait à l'instant. Le Kremlin avait promis tout simplement de réduire considérablement son activité dans la région de Kiev. Mais ce que l'on constate, c'est qu'à Irpin, comme le disait à l'instant Antoine, mais également à Bouchta ou encore à Vorzel, il y a encore des combats d'ailleurs intenses. Nos reporters sur place nous le disaient. Alors, certes, des soldats russes ont quitté cette zone, mais en fait, il ne s'agit que de certaines unités, selon les autorités ukrainiennes, des unités qui seraient parties plus au nord d'Hostomel. En fait, c'est tout simplement les unités qui ont compté le plus de blessés, le plus de morts parmi leurs rangs. Pour le reste, les Russes sont encore bel et bien présents autour de Kiev. Ils n'ont pas reculé, se sont plutôt repositionner. C'est exactement la même chose que l'on constate près de la centrale de Tchernobyl, puisque certes, des soldats russes ont quitté la ville de Tchernobyl en direction la Biélorussie, mais l'interrogation maintenant, c'est est-ce qu'une fois arrivés en Biélorussie, rééquipés avec des renforts, ne vont-ils pas revenir dans la banlieue de Tchernobyl? Tout ça, évidemment, est surveillé de près par les autorités ukrainiennes. En revanche, ce que l'on constate, c'est que dans l'est du pays, les Russes ont subi plusieurs débâcles importantes ces derniers jours, notamment dans cette ville Trostotanev. On est au sud de Soumy. La ville a été reprise par les autorités ukrainiennes, par la rébellion plutôt ukrainienne. Et puis un autre lieu, Kharkiv, la deuxième ville du pays. Là aussi, les Ukrainiens ont réussi à reprendre cette autoroute. C'est un axe majeur entre Kharkiv, la deuxième ville du pays, et cette ville de Touyouv. Alors, les images sont assez impressionnantes. Le combat a été très intense. Ça a duré 3 jours. Nous avons décidé de ne pas vous montrer les images. Mais effectivement, comme Antoine le disait à l'instant, là aussi, il y a des cadavres, notamment des cadavres de soldats russes tout autour de cette zone. Un axe évidemment majeur, puisque c'est l'une des seules voies d'accès qui permet en tout cas de remonter vers Kharkiv. Pour l'armée ukrainienne, c'est évidemment une bonne nouvelle. Cette reprise
reprise de cet axe fondamental. Pour le reste du pays, eh bien, en fait, les Russes, ils progressent principalement dans le Donbass, avec à nouveau plusieurs terrains d'affrontement, notamment dans la ville de Popasna et dans celle de Rubinsk. Mariupol, évidemment, on en a longuement parlé ce matin, mais plus globalement dans l'ensemble du pays, ce que l'on constate dernièrement, c'est tout simplement que l'armée russe est en train de se repositionner, pas forcément en train de reculer. En tout cas, on est très loin d'un retrait total des unités russes. On est plutôt sur un repositionnement ici et là autour de Kiev, autour de Kharkiv et puis dans le Donbass avec les combats qui s'intensifient ces derniers jours. Merci beaucoup Néline pour ces explications très précises. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, nous ont rejoint en plateau le général Bernard Norlin. Bonjour. Bonjour. Ancien commandant de la force aérienne de combat, président d'initiative pour le désarmement nucléaire. Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Grand reporter, spécialiste des questions de défense. Joséphine Staron, bonjour. Directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia et auteur de Europe, la solidarité contre le naufrage aux éditions Sinopia. Et le colonel Pierre de Jong est revenu, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Général Bernard Norlin, comment analysez-vous ce qui se passe en ce moment sur le terrain ? Eh bien, écoutez, comme cela vient d'être dit, je pense que les Russes marquent une pause pour se réorganiser. Et je pense que le président Poutine est en train de jouer la durée. Il doit bien se rendre compte à un moment donné qu'il va falloir sans doute négocier. Mais pour négocier, la négociation, c'est un compromis. Pour faire un compromis, il faut être prêt à faire des concessions. Et je pense que ni lui, ni peut-être aussi Zelensky ne sont prêts à faire des concessions importantes. Donc on est là pour durer. Il faut bien se rendre compte que l'objectif fondamental du président Poutine, ça n'est pas seulement l'annexion totale ou partielle de l'Ukraine, c'est aussi le retour de retrouver son statut de très grande puissance. Ce qui l'intéresse, son objectif fondamental, c'est celui-là. Donc, il sait très bien, comme tous les hommes politiques, que pour être reconnu, pour être légitimé, il faut avoir un pouvoir de nuisance. Il a exercé son pouvoir de nuisance depuis 20 ans, et là, il s'est rendu compte qu'il fallait passer la vitesse supérieure, il fallait faire mal pour être reconnu. Et ce qui l'intéresse, c'est la négociation avec les Américains. Et je ne crois pas que le président Poutine soit intéressé vraiment par une négociation avec les Européens ou même simplement avec Zelensky. Il veut négocier avec les Américains. C'est son statut de grande puissance qui est très important. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des discussions secrètes entre Américains et Russes en ce moment. Et je pense que c'est ça son objectif, c'est fondamental, c'est de retrouver ce statut, il est dans son délire logique de grande puissance terroriste, cette vision du XXe siècle de ce qu'est la puissance maintenant. C'est le retour de l'histoire, on revient en arrière. Donc je crois que c'est très très important le fait qu'il va continuer à durer, ça lui permet de consolider sa position déjà en Ukraine, sur le territoire, et en même temps, ça lui permet de gagner du temps, d'être toujours considéré d'une certaine façon comme le maître du monde. Et tout le monde va être, sinon dans la peau de Poutine, tout le monde va être dans la tête de Poutine. Et c'est formidable, il a le statut une stature internationale qu'il n'a encore jamais eue jusqu'à maintenant. Donc il va durer, il va continuer comme ça. Et alors après ça, est-ce qu'il est dans une dynamique telle que celle de Hitler en 39-40 ? C'est-à-dire qu'il va aller au-delà ? Ça, c'est la question. Et ça, on le saura quand il y aura des négociations sérieuses qui seront entamées, ou bien est-ce qu'il va se contenter d'avoir retrouvé cette stature négociée. Il faut se rappeler que quand il discute directement avec les États-Unis, il est relativement raisonnable. Il faut se souvenir, vous rappelez que Trump a fait exploser l'architecture de sécurité en Europe, tout ce qui est contrôle des armements. Il est resté qu'un seul accord, c'est l'accord New Start. Vous vous rappelez que le New Start, c'est l'accord qui a été signé par Obama pour limiter les armements nucléaires russes et américains. Je dis bien russes et américains seulement. Et donc, quand cet accord arrivait à expiration en 2020, donc il y a 2 ans, quand il a fallu renouveler, se poser la question,
Poutine a fait des propositions très intéressantes. Il a dit oui, je suis d'accord pour renouveler provisoirement pour 5 ans cet accord, et je suis prêt à mettre dans le panier les missiles hypersoniques, etc. Donc voilà. Donc après les négociations, toute la question va de savoir s'il veut au-delà, c'est-à-dire s'en prendre carrément aux Occidentaux, ou bien s'arrêter là provisoirement. Oui, avant de poursuivre ce débat en plateau, repartons sur le terrain à Kiev, où l'on va retrouver, comme chaque jour, Romain Goupil. Bonjour Romain, vous êtes avec une étudiante, Dana, que nous avons déjà rencontrée et qui a un message à faire passer au 36e jour de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on se voit tous les jours, on travaille sur le cirque. Là, vous avez derrière la résidence où il y a tous les artistes, où on se retrouve. Et c'est ça qu'on suit avec le film. Et Dana est avec moi. Et tous les jours, je lui demande, mais how do you feel the situation? Et au bout d'un moment, elle m'a répondu la chose suivante, au 15e jour. Yeah, when you ask every day the same question is like, how do you feel? It sounds kind of strange because I don't feel like today I'm scared or tomorrow not or something like this, because this is our reality now and we are doing everything to make our victory near to us, and we believe that we will win. So we just live in this reality and we try to make everything we can to help our army and help everyone who is in the war now, and everything. So when you ask just like how you feel, I think you can ask like a person who is not Ukrainian, like who does not live here, because for them it's like an experience, just like a story maybe, yes. And for us, this is our reality and we're just fighting to win. So. Tu vois, Marie-Aline, et pour le plateau, elle explique qu'au bout d'un moment, c'est très ennuyeux, comme si on était extérieur à la situation, qu'elle n'avait pas spécialement peur, elle n'allait pas se faire terroriser par Poutine, qu'ils avaient des tas de tâches à faire pour s'organiser, pour gagner. Et ils avaient, oui, certes, ils peuvent avoir peur de certaines frappes, mais ils font tout pour pas ressentir leur situation personnelle, mais avancer pour que le pays puisse gagner et revivre normalement. C'est ça qu'elle dit. C'était un peu une blague entre nous. Elle dit, mais j'en ai marre, moi. You are boring every day, every morning. How you do feel? C'est pour ça qu'elle a répondu ça. Donc, ça va... Hier, c'était très, très intense, les bombardements toute la journée. C'était effectivement autour de Irpin, ça c'est confirmé. Mais demain, nous aurons le témoignage d'une femme qui est restée coincée du côté de l'occupation des Russes d'Irpin. Et elle témoignera avec nous. Disons que Vladislas, qui est la meilleure amie de Vladislas, elle lui a raconté, et Vladislas nous racontera ce qui s'est passé pour cette femme à Irpin pendant tous ces jours et ces jours d'occupation russe. Merci beaucoup Romain, et merci à Dana qui illustre le courage, le stoïcisme de ces femmes, de ces Ukrainiens, Ukrainiennes sur le terrain au 36e jour de la guerre en Ukraine. Vincent, c'est cette résistance ukrainienne qui force aujourd'hui l'armée russe à se redéployer ? Ce qui est clair, c'est que depuis l'avortement du blitzkrieg initial, fantasme russe, on a l'impression que... il n'y a que des ajustements tactiques. C'est-à-dire que là, on essaye de décrypter, on essaye de déchiffrer une hypothétique cohérence. Moi, mon impression, c'est que dans 10 ans, dans les académies militaires et dans les écoles de guerre, on étudiera cette campagne comme le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, par exemple, partir pour mieux rester. Bon, c'est une vieille figure de la polémologie, de la science de la guerre. Bon, on pourrait considérer que c'est ça l'idée. Qu'en réalité, comme Poutine est le tsar de l'antiphrase, il fait le contraire de ce qu'il affirme. Bon. Mais même ça, je n'en suis pas sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression, quand je dis ajustement tactique, tout ça est tellement erratique que c'est aussi de l'improvisation. C'est-à-dire pour moi, depuis, encore une fois, que le fantasme initial s'est dissipé, s'est perdu dans les boues du dégel ukrainien, j'ai vraiment l'impression que ça bricole. Et que là, en l'occurrence, on a d'une part un discours... réduction radicale de l'activité militaire
rien sur le terrain, les envoyés spéciaux l'attestent, ne confirment cela. On a vraisemblablement des rotations d'unités parce qu'il y a des gens exténués, il y a des blessés, etc. Donc on remonte vers la Biélorussie, on va essayer de refaire descendre, etc. On parle de renforts qui peuvent venir de l'Est, etc. On a eu cette idée à un moment donné qu'il s'agissait de prendre à revers l'élite de l'armée ukrainienne, donc déployée en face du Donbass, mais on n'est même pas sûr qu'ils soient capables de le faire. On n'arrive pas à faire sauter le verrou de Kharkiv au nord. Mariupol au sud, on nous annonce tous les matins que c'est pris depuis hier. Et en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je veux dire, la vraie difficulté pour moi, le vrai défi, et je parle sous le contrôle de gens plus compétents que moi en la matière, c'est que je n'arrive pas à discerner quelque chose qui serait de l'ordre d'une stratégie. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, pour revenir à votre question, et je termine là-dessus, dans ce contexte-là, il va de soi que les Ukrainiens sont en quelque sorte renforcés dans leur conviction initiale, s'aperçoivent qu'ils sont capables de tenir tête à l'ours post-soviétique. Et cela étant dit, cette héroïsation, elle est légitime, mais n'oublions quand même pas l'énorme fardeau et l'incroyable cruauté pour avoir couvert beaucoup de sièges dans les Balkans, en Irak, en Tchétchénie, etc. Il ne faut jamais oublier ce qu'on a vu au début avec le reportage d'Antoine Bourdaria. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont absolument sidérés d'être broyés par les rouages d'un conflit dont ils ne comprennent même pas l'essence. Et moi, ça me rappelle cette scène que j'avais vécue dans les caves de la place Minoutka, à Grozny, à l'époque où, première guerre de Tchétchénie, la ville était écrasée sous les bombes russes. Et vous aviez une vieille babouchka russe qui était l'héritière de la russification par Staline du Caucase, qui vous agrippe le bras et qui vous dit « Mon fils, explique-moi pourquoi ce sont nos enfants qui nous bombardent et ces métèques de Tchétchènes, les culs noirs, comme on les appelle là-bas, qui nous conduisent jusqu'au prochain dispensaire. » Donc voilà, n'oublions jamais cette dimension humaine. La guerre, ça n'est pas des chiffres, des cartes, des statistiques, des avancées, des reculades. C'est d'abord des civils qui sont écrasés sous le poids d'une cruauté injuste. Joséphine Staron. Oui, ce qui est intéressant aujourd'hui, ce que vous disiez, c'est que on ne comprend pas. Alors, est-ce qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les bonnes informations ou est-ce qu'on ne comprend pas parce que, comme vous le dites, et je vous rejoins assez, il n'y a pas de stratégie ou il n'y a plus de stratégie construite et qu'on est dans une forme d'improvisation? C'est plausible aujourd'hui, c'est en tout cas quand on observe la situation, c'est ce qu'on remarque. Si on reparle des négociations, quelques instants, ce qu'il faut rappeler, c'est là encore le fait que Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid, et ça depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et qu'il met les Européens dans une position extrêmement complexe, comme le disait le général. L'Europe est prise en étau entre d'un côté les États-Unis et la Russie, qui semblent ne vouloir négocier qu'ensemble, finalement, et là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, et la question qui se pose, c'est finalement le coup d'après pour l'Europe et pour les Européens, parce que est-ce que nous allons être totalement décrédibilisés en tant que puissance à la fin de ce conflit, parce qu'il y aura une fin, même si ça peut durer, et est-ce qu'on sera d'une certaine manière isolé? On voit tout le rôle que joue Ankara aujourd'hui, la Turquie, en tant que médiateur, on va dire, des négociations russo-ukrainiennes. C'est un rôle qui place la Turquie en avant, qui presque la relégitime après des années difficile en termes de réputation pour la Turquie d'Erdogan. Donc la Turquie finalement reprend un peu, essaye de reprendre sa position de puissance et de puissance douce, de puissance pacifique. Et ça, c'est très important pour Erdogan d'un point de vue de la politique intérieure et extérieure. Donc là, il a un enjeu de crédibilité. Et du côté de Vladimir Poutine, lorsque le général disait qu'il y a peut-être des négociations en sous-main entre Joe Biden et Vladimir Poutine en direct, c'est tout à fait possible parce que depuis le début du conflit, lorsqu'il s'adresse à Emmanuel Macron ou Olaf Scholz et qu'il leur promet au téléphone des avancées, des tas de choses, et bien finalement, il ne tient jamais parole, et on peut s'imaginer que ce soit fait à dessein pour décrédibiliser les dirigeants européens, alors même qu'il n'a pas cette relation-là au président Biden, qui pourtant est beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif dans ses propos envers Vladimir Poutine. Dans un instant, on va repartir sur le terrain, retrouver nos envoyés spéciaux, notamment à Kiev, la capitale où se trouvent Solène Rioux et Claire Cambier. Et colonel Pierre de Jong, vous restez avec nous parce qu'on va parler de vagues.